Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment faire pour inscrire un lecteur autorisé, ou pour le dire autrement, un lecteur extérieur, c'est-à-dire un usager qui n'appartient à aucun des établissements membres de notre réseau. Alors les lecteurs autorisés sont généralement de deux grandes sortes. On a des usagers qui sont vraiment complètement étrangers au monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme par exemple des professeurs du secondaire ou des enseignants du primaire qui viennent emprunter des documents dans nos bibliothèques. À côté de ça, nous pouvons avoir des usagers qui sont des usagers qui appartiennent à des établissements d'enseignement supérieur, y compris les établissements d'enseignement supérieur de Midi-Pyrénées. Simplement, ils appartiennent à des établissements d'enseignement supérieur qui n'appartiennent pas, eux, à notre réseau. Ça peut être le cas, par exemple, des usagers de l'école d'architecture de Toulouse. L'école d'architecture de Toulouse est dans le réseau des bibliothèques de l'Université de Toulouse, mais uniquement pour la partie documentation électronique. Elle ne l'est pas pour la partie système de gestion de bibliothèque. Et donc, nous traitons ces usagers-là comme des lecteurs autorisés. Idem pour les usagers, par exemple, de l'école de commerce de Toulouse, Toulouse Business School. C'est la même chose, ils sont dans le réseau au titre de la documentation électronique, mais ils ne sont pas dans notre système de gestion. Nous les traitons donc comme des lecteurs autorisés. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les lecteurs autorisés qui sont vraiment les plus courants, c'est-à-dire des lecteurs totalement extérieurs au monde de l'enseignement supérieur. Je me permets de vous renvoyer à des procédures écrites qui décrivent comment traiter le cas d'usagers qui viennent de l'école d'architecture ou d'usagers qui viennent de l'école de commerce de Toulouse. Voilà, c'est à peu près la même procédure que celle que nous allons voir maintenant, mais avec quelques adaptations. Donc, on va se mettre en condition réelle pour cette vidéo, et en condition réelle, ça veut dire être derrière une banque de prêt. Ici, donc, la bibliothèque de l'Arsenal. Votre usager se présente et vient donc, a priori, pour la première fois s'inscrire. Il n'y a pas de dossier, ou si vous a fourni une carte, ça ne remonte, une carte de lecteur extérieur, ça ne remonte pas de dossier, parce que peut-être il était inscrit jadis et son dossier depuis a été supprimé. Donc, il est absent de la base, nous allons l'inscrire en cliquant ici sur le bouton qui est marqué « Inscription de nouvel utilisateur ». Ce bouton nous fait accéder au formulaire d'édition, de création d'un usager. Donc, il y a trois grands blocs d'informations que sont les données personnelles sur l'usager, informations sur l'utilisateur, alors ce qui est marqué informations de gestion, ça va consister principalement dans le mot de passe de notre utilisateur, et ces informations de contact, adresse email, adresse postale et numéro de téléphone. Donc nous, on va procéder de haut en bas, il n'y a pas de règle particulière. La seule règle, évidemment, c'est de respecter au moins les champs obligatoires, mais vous allez voir que nous, dans notre réseau, par convention, on a quelques autres champs qu'on va vous demander de renseigner. Donc mon lecteur, on va commencer par le prénom et le nom. Je les inscris, comme vous le voyez, en lettres majuscules, tout simplement parce que d'un point de vue informatique, il est toujours préférable, quand on renseigne un formulaire de contact, de mettre ces informations-là en capital d'imprimerie. Les traitements informatiques, des fois, peuvent rencontrer des problèmes sur la présence, à cause de la présence de caractères accentués. Des accents graves, accents aigus, des trémas, des accents circonflexes, des choses comme ça. Donc, pour éviter ce genre de problème, on va mettre, nous, les lettres en majuscules. Néanmoins, si vous utilisez des minuscules, le système ne vous bloquera pas. Simplement, ultérieurement, on aura peut-être à un moment ou à un autre des soucis. Donc, pour éviter ça, la majuscule. Troisième champ obligatoire, si on prend les choses dans l'ordre, l'identifiant principal. Alors, l'identifiant principal, c'est l'identifiant qui sert à la connexion compte-lecteur. Ici, Alma a renseigné une valeur par défaut. Cette valeur qui est renseignée par défaut, c'est l'identifiant interne de ce dossier. C'est-à-dire que toutes les données qu'on crée dans Alma, en fait, ont un identifiant interne. Certains, des fois, sont visibles. C'est le cas, par exemple, des identifiants de notice, qu'on appelle les identifiants MMS. D'autres identifiants sont invisibles. Quand on consulte Alma, on ne les voit pas. C'est le cas notamment des identifiants pour les usagers. Nous, cet identifiant, dans le contexte dans lequel on se trouve, on ne va pas l'employer. On va le remplacer par le numéro qui se trouve sur la carte de lecteur que vous allez délivrer à votre nouvel usager. Parce que quand vous inscrivez un lecteur, on crée un dossier dans la base, mais vous allez aussi lui délivrer une carte dite de lecteur réseau qui va lui permettre ultérieurement de pouvoir emprunter.
Ce sont des cartes qui sont blanches avec sur leur face le logo de l'Université fédérale de Toulouse et derrière un code barre. Eh bien, le numéro qu'on va appliquer ici, c'est le numéro de ce code barre. Ce sont des numéros qui sont toujours préfixés en 2990. On continue. Quatrième information obligatoire dans cette section, le groupe d'utilisateurs. Le groupe d'utilisateurs, c'est la catégorie du lecteur. Et en fonction de cette catégorie, vous savez que c'est comme ça que marchent tous les systèmes de gestion de bibliothèque. Votre lecteur a plus ou moins de droits de prêt, que ce soit en matière de durée ou en nombre de documents empruntables. Donc pour un lecteur autorisé, on a deux catégories qui sont utilisables. La catégorie qui s'appelle autorisé et une catégorie qui s'appelle réservée à luthien, qui est la catégorie qu'utilisent les collègues de l'Université Toulouse 1 Capitole quand ils inscrivent un lecteur autorisé. Pourquoi cette catégorie? Tout simplement parce que les lecteurs autorisés à Toulouse 1 peuvent payer des droits d'inscription supplémentaires pour pouvoir emprunter davantage de documents dans les bibliothèques de l'Université Toulouse. Alors, si vous travaillez à Luthien, c'est cette catégorie-là que vous devriez utiliser. Dans toutes les autres bibliothèques, ce sera la catégorie autorisée. Les autres informations ne sont pas obligatoires, elles ne sont pas marquées par un astérisque. Donc nous, on va quand même en renseigner certaines d'entre elles. On va continuer là en dessous avec la langue. Par défaut, elle m'a renseigne l'anglais comme langue de contact, mais nous, pour des lecteurs autorisés, il s'agit généralement du français qui est à privilégier. Donc c'est la langue dans laquelle les courriers vont être envoyés aux lecteurs. À côté, une autre information qui est ici facultative mais qui a un intérêt pour nous, c'est l'information du campus. Alors, le campus, ici, ça va être l'établissement qui a inscrit mon lecteur. Alors, le campus n'a pas toujours une utilité, mais il peut en avoir pour un certain nombre de services dont l'accès peut être réservé aux usagers d'un établissement ou pour la consultation des ressources électroniques, même si ce n'est pas forcément ce qui intéresse le plus nos lecteurs autorisés. Donc ici, on va dire que je suis à l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier, et je renseigne donc le campus en question. On va continuer en dessous avec la date de naissance. C'est un petit peu indiscret, je sais, de demander sa date de naissance à un usager, mais cette information va nous être utile parce que c'est la base pour nous, pour la construction du mot de passe, ou plus exactement du mot de passe provisoire pour l'accès au compte lecteur. Donc on est tenu de mettre quelque chose. Alors, votre lecteur peut vous donner une fausse date de naissance s'il est un petit peu coquet. Néanmoins, si vous donnez une fausse date de naissance, il va prendre le risque de ne pas pouvoir utiliser le mot de passe provisoire que vous lui aurez donné, tout simplement parce qu'il aura oublié sa date. Bon, ce n'est pas très grave, parce que je mentionnerai tout à l'heure, on peut réinitialiser ultérieurement ce mot de passe. Néanmoins, toujours préférable d'avoir la bonne date. La date de naissance, on l'a mise. Ici, nous avons la date d'expiration. C'est la date au-delà de laquelle le dossier ne sera plus valide et, par exemple, le lecteur ne pourra plus emprunter, ne pourra plus consulter son compte lecteur. Donc, si je ne mets rien ici, Alma va me renseigner par défaut une date d'expiration qui est une année plus loin par rapport à la date du jour. Donc ici, aujourd'hui, je suis le 10 septembre, on est le 10 septembre 2020. Donc, si j'enregistre sans rien mettre ici, Alma va me mettre une date d'expiration au 10 septembre 2021. Néanmoins, vous, dans vos bibliothèques, de plus en plus d'entre elles, en tout cas, proposent des formules d'inscription sur des durées courtes, généralement le trimestre ou le semestre. Ce sont des formules qui rencontrent de plus en plus de succès. Et donc là, si vous êtes dans ce cas de figure, celui d'un lecteur qui ne veut s'inscrire que pour un seul semestre ou un seul trimestre, il va falloir impérativement renseigner ici la date d'expiration qui convient. Donc là, on va dire que notre lecteur veut s'inscrire pour un trimestre. Donc, on est le 10 septembre 2020, ça va nous mettre la fin d'inscription au 10 décembre 2020. Dernière information que vous allez devoir renseigner, elle non plus n'est pas indiquée comme obligatoire, néanmoins, elle est utile, c'est la date d'élimination. La date d'élimination, c'est la date qui va servir comme date de référence pour la suppression du dossier. Si on ne met pas de date d'élimination, le dossier ne sera jamais supprimé, ce qui n'est pas du tout notre objectif. Et par ailleurs, ça n'est pas compatible avec les prescriptions du règlement général sur la protection des données personnelles. Donc, on renseigne une date d'élimination que par convention, dans notre réseau, on fixe à 3 mois après la date d'expiration. Donc là, on avait une date d'expiration au 10 décembre 2020.
Donc, ça donnait une date de l'élimination au 10 mars 2021. On a fini pour les informations de données, les informations personnelles de l'utilisateur. On va ici ensuite passer à la création de son mot de passe. Donc, il y a plusieurs infos qu'on vous demande. Nous, il n'y a que deux champs qui nous intéressent. C'est le champ qui est libellé mot de passe et le champ qui est libellé vérifier le mot de passe. Oups, c'est pas ça. Vérifier le mot de passe. Donc, mot de passe, je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, on le construit en partie avec la date de naissance, mais en partie seulement puisque Alma veut des chiffres, veut des caractères spéciaux, parce que nous fournit la date de naissance, mais veut également que nous inscrivions des lettres en majuscules et en minuscules. Donc pour cela, on va donner à notre usager le mot de passe suivant. On va prendre sa date de naissance, le 10 janvier 1920, et on va le compléter avec les initiales de son prénom et de son nom. Donc on va commencer par l'initiale de son prénom, en minuscule, son prénom était Jean, j'inscris l'initiale en minuscule, et son nom de famille était Robic, c'est un nom d'un cycliste, Jean Robic. Cette fois, on va la mettre en majuscule. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez le saisir directement ici, mais vous pouvez le faire comme je viens de le faire moi, le saisir dans un bloc-notes, y copier, vous coller. Sinon, on peut également, il y a des collègues qui aiment bien faire ça, mais simplement il faut penser à l'enlever. On peut mettre ces informations ici. Là, par exemple, dans le champ deuxième prénom, ça vous permet de voir ce que vous saisissez. Et vous pensez à couper, pour être sûr que ça ne reste pas comme un deuxième prénom, ce sera un deuxième prénom un petit peu bizarre. Je colle le mot de passe, je colle dans la case vérifier le mot de passe. Et j'ai fini pour la partie authentification. Donc le lecteur, quand il se connectera à son compte lecteur, utilisera ça comme identifiant et ce mot de passe comme mot de passe. Néanmoins, mon lecteur, c'est un mot de passe, vous voyez, qui n'est pas fortement sécurisé. Mon usager a toujours la possibilité, depuis le catalogue Primo, de réinitialiser son mot de passe. Il y a un lien de réinitialisation, on lui envoie un mail, vous savez comment ça marche, c'est très classique, on lui envoie un mail, il y a un lien dans ce mail, un formulaire pour réinitialiser le mot de passe, et le mot de passe se retrouve à ce moment-là réinitialisé dans son dossier. Vous-même, par ailleurs, en tant que bibliothécaire, vous avez toujours aussi la possibilité de réinitialiser un mot de passe pour le compte d'un lecteur. Néanmoins, comme un mot de passe est une chose personnelle et a priori confidentielle, il est préférable d'inciter le lecteur à faire des choses lui-même. Donc, on a fini avec le mot de passe. On va passer aux adresses de contact. Donc là, Alma vous requiert impérativement un email, une adresse postale. Donc, on va le renseigner en faisant bien attention qu'à chaque fois, il demande le type d'email et le type d'adresse. Voilà. Souvent, on oublie, on enregistre sans le faire. Donc, on a un petit avertissement. Là, on va y penser. Je vais lui donner ma propre adresse de travail. Alors, les types d'email, ça n'a pas une grande importance. Voilà. Bon, là, c'est une adresse professionnelle, je mets travail, mais on ne fait pas grand-chose de ces catégories. Les adresses postales, pareil, le type. Alors, il y a plusieurs champs d'adresse. Vous voyez, moi, j'ai utilisé le champ numéro 1, mais s'il y a des numéros d'appartement, des noms de résidence ou des choses comme ça, vous pouvez utiliser les champs suivants, en faisant attention quand même qu'on a la ligne 1, on a la ligne 2 ici, et on a la ligne 3 à gauche. Voilà. Le numéro de téléphone est lui aussi requis. On va renseigner un numéro de téléphone, qui est un numéro de téléphone professionnel, je le précise. Eh bien, on a fini. On a fini et on va pouvoir mettre à jour l'utilisateur. En bon français, ça veut dire que vous validez. On va laisser Alma tourner. On est sur la base de test, ça prend toujours un petit peu plus de temps. Et quand il aura fini de tourner, voilà, on est arrivé sur la fenêtre de prêt. On est déjà en situation de faire le premier prêt à notre lecteur.
Alors, il peut y avoir des informations qui seront complétées ultérieurement. Je vais rentrer dans le dossier pour vous les montrer. Il va s'agir principalement des informations ici, qui sont les informations relatives aux catégories statistiques. Parce qu'on aime bien, dans le monde des bibliothèques, faire des statistiques. Bon, ces informations-là, vous n'allez pas vous embêter évidemment à les renseigner en bureau de prêt alors que le lecteur est devant vous. Donc, ça sera renvoyé pour plus tard. Généralement, c'est le travail de l'administrateur de données circulation de le faire. Ça se complète ultérieurement. Leur absence n'empêche pas de faire le prêt. En l'état, notre dossier est terminé et nous pouvons prêter donc le premier document à notre lecteur. Je vous remercie de votre attention.